On va commencer par vous, Cédric, pour que vous nous racontiez un petit peu ce dont vous êtes témoin sur votre zone, donc dans les Alpes-Maritimes. En quoi est-ce que le droit des migrants est bafoué? Qu'est-ce que voyez-vous? Alors attention, le temps est compté et je vous couperai si vous êtes trop long. Donc vous avez 10 minutes maximum, 8 minutes si vous voulez. À vous. Bonjour. Le topo de la vallée de la Roya, Alpes-Maritimes. Donc Breil-sur-Roya, c'est donc dans la vallée de la Roya, tout proche de Vintimille, une vallée qui est franco-italienne, un peu à l'image de l'Europe. Le haut de la vallée est française, le bas est italienne. Donc pour passer de Breil-sur-Roya à Nice, nous passons le chemin le plus court par Vintimille. La ville la plus proche, la plus grande, c'est Vintimille. Vintimille, c'est chez moi. L'Italie, c'est chez moi. L'Italie n'est pas un pays étranger pour moi. Vintimille est beaucoup moins étranger que, je ne sais pas moi, la Bretagne, l'Alsace, Paris même. Et du coup, depuis non pas la fermeture, parce qu'on parle beaucoup de fermeture des frontières, mais depuis le rétablissement du contrôle à la frontière, on a eu un peu la problématique qu'on a à Calais, enfin que vous avez à Calais, donc des personnes qui sont bloquées par cette frontière et qui n'ont pas accès à leurs droits. Et accès à leurs droits, on va me dire, oui, mais si la France décide de fermer ses frontières, elle le peut, mais non, en fait. C'est pour ça que ce n'est pas une fermeture de frontières, c'est un contrôle de la frontière qui a été mis en place pour la lutte antiterroriste. Donc, comme tout le monde le sait, il y a beaucoup de terroristes en Italie, c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup d'attentats en Italie, qu'il faut empêcher qu'ils viennent en France. Donc, en fait, clairement, c'est des procédures qui sont détournées. C'est des procédures qui sont détournées et l'impact, c'est qu'à Vintimille, excusez-moi du terme, mais c'est le bordel, et dans la vallée de Roya, c'est le bordel aussi. Et quand un paysan se retrouve à être appelé à Paris, à Calais, etc., pour témoigner de la gestion migratoire de la 5e puissance mondiale, c'est qu'il y a vraiment un problème, je pense. Déjà. Et donc, du coup, l'accès à la demande d'asile, c'est pas possible à partir de 26 000. Normalement, on peut très bien aller à la frontière, dire bonjour, je m'appelle un tel, je viens de tel pays, j'aimerais pouvoir faire une demande d'asile. Et là, c'est pas possible. Donc, ce qui se passe, c'est que les personnes, en fait, tentent de passer illégalement. Donc par les voies ferrées, par les autoroutes, par la montagne, par les moyens les plus inaccessibles, parce que tous les accès possibles sont bloqués par les forces de l'ordre, par la police. Donc il y a eu des dizaines de morts, donc beaucoup de mineurs. Et ce qui est assez troublant, c'est que personne ne se pose la question de se dire pourquoi un mineur marche sur l'autoroute tout seul. Pourquoi un mineur, un gamin, se met sur le toit d'un train et est mort électrocuté en gare de Cannes, par exemple. Pourquoi un gamin se fait écraser par un train? Il n'y a personne, il n'y a pas d'enquête. On ne se demande pas qu'est-ce qui se passe. Personne ne se dit comment ça se fait que ce gamin se retrouve là. Normalement, l'adulte en fait est censé en fait protéger l'enfant. Normalement, c'est pas un droit, c'est un devoir. Et là, c'est pas fait. On a fait condamner le préfet il n'y a pas longtemps pour 20 cas de mineurs. Donc c'est un contrôle qui a duré un peu plus de 24 heures. Et donc 20 mineurs qui ont été retournés illégalement en Italie. Et ces 20 mineurs-là, pour repasser, comment ils vont faire? Ils vont passer par des chemins qui sont dangereux. Donc clairement, l'État indirectement met en danger la vie d'enfants. Et je pense que l'État est responsable de la mort de pas mal de gamins à la frontière franco-italienne. Donc pour parler plus précisément de la vallée de la Roya, donc étant donné que les routes s'étaient bloquées, des gens arrivaient dans la vallée de la Roya. Pourquoi? Parce que c'était marqué France et un panneau, donc les gens montaient. Et donc du coup on les a accueillis chez nous, un peu comme on a pu, dans des caravanes, dans des tentes, dans des conditions qui n'étaient pas super. On a fait un peu comme on a pu. Et on a commencé à faire du passage de frontières en fait. Et ce qui est un peu bizarre, c'est que ce passage de frontières, c'était de France à France, beaucoup. J'en ai fait de l'Italie à France, donc de Vintimille à chez moi, mais j'en ai fait aussi de France à France. Parce qu'en fait, la frontière, c'est plus une ligne, c'est une bande qui fait 20 km avec différents points policiers, qui s'appellent PPA, points de passage autorisés. Pourquoi ils ont mis autorisé, on ne sait pas trop. Et en tout cas, ça s'appelle comme ça. Et donc du coup, il fallait de Breil-sur-Roya pour accéder en préfecture de Nice ou d'autres départements, il fallait détourner ces fameux points de passage. Donc par la montagne, par des chemins, à pied, en voiture, voilà. Et même pour des mineurs en fait. Prise en charge, en fait 2015-2016, pas de possibilité de faire de prise en charge éducative pour les mineurs, donc c'était pas possible. Et pas de possibilité de faire demande d'asile. Donc je me suis fait arrêter un paquet de fois, donc j'ai eu des procès, et du coup on a réussi par la suite
à avoir l'autorisation de passer ces fameux PPA pour accompagner les mineurs isolés pour qu'ils soient pris en charge et les majeurs pour qu'ils fassent des demandes d'asile. Il n'y a rien de très punk là-dedans en fait, c'est juste l'accès au droit. Et ce qui s'est passé, donc on a réussi à faire ça, c'est que les gens passaient la frontière, arrivaient à la maison, disaient ouais moi je vais faire une demande d'asile en France, oui moi j'ai envie d'être pris en charge, je suis un mineur, je suis tout seul, mes parents sont morts, sont en Allemagne ou en Angleterre, j'aimerais bien les retrouver, etc. Et on a fait des démarches administratives pour qu'ils puissent accéder à leurs droits. Et ce qui est dingue, c'est que le préfet, en fait, lui, il veut pas de tout ça. Et ce qui est fou, c'est que le préfet, quand même, c'est un monsieur, mais c'est un monsieur qui représente l'État, quand même. Et je pense qu'il a des directives de dire, le Cédric Herrou qui est là à la frontière, et tous ces gens qui arrivent chez lui, et qui montrent en fait la perméabilité de la frontière, ça ne plaît pas trop. Parce que toutes les semaines, on disait, voilà, il y a 200 personnes, 250 personnes, 300, 400, qui sont passées, qui sont arrivées à mon domicile, et c'est des personnes qui veulent demander l'asile, ou des enfants qui ont envie qui ont besoin d'être protégés par l'État français. Et en fait, le préfet, qu'est-ce qu'il a fait? Il a encerclé ma maison. Et quand l'État commence à encercler la propriété de quelqu'un pour éviter que des personnes accèdent à leurs droits, ça commence à être grave, je trouve. On n'a pas encerclé ma maison pour me surveiller. On a encerclé ma maison pour empêcher des gens d'accéder à leurs droits. Et je trouve que c'est assez grave, non pas pour... C'est même plus une question migratoire, je pense. C'est une question, au-delà de tout ça, c'est une question de démocratie et de possibilité à des citoyens de s'opposer à une gestion d'État. Et voilà, je ne sais pas si tu veux... C'est très passionnant, très bien. Est-ce que, selon vous, avec cette même politique globale, puisque c'est ça le cadre qui nous est imposé, avec cette même idée de contrôler les entrées, est-ce qu'il y aurait moyen de faire autrement, à vos yeux, c'est-à-dire de respecter les droits de ces jeunes qui arrivent? Et si oui, comment? J'étais beaucoup amené à parler avec des commissaires de la PAF, avec des gradés de la gendarmerie. On a des rapports tout à fait courtois. Et on est tous d'accord sur un point, c'est que personne ne comprend la gestion de l'État à la frontière franco-italienne. En fait, pour être clair, c'est que tous les gens passent. Voilà, tout le monde passe. Donc, le préfet se gargarise avec un chiffre de 58 000 reconduites à la frontière en 2017. Donc il parle de personnes, c'est pas des personnes, c'est le nombre de reconduites. Donc il faut diviser pour avoir le nombre de personnes entre 7, 8, 10, 12, on sait pas trop quoi, parce que les gens repassent jusqu'à ce qu'ils arrivent à passer quoi, en France quoi. Et donc ça coûte, rien que la veille de la Roya, le contrôle policier, ça coûte 60 000 euros par jour. Et en fait, ce qui est dangereux, donc d'une part, je parlais tout à l'heure que l'État encercle la propriété d'un paysan, mais ce qui est grave, c'est que en fait, il y a une action d'État qui est contre-productive. Donc on oblige les gens à rentrer dans le pays en situation irrégulière, et surtout, ça ne sert à rien. En fait, c'est de la com. C'est grave, hein, mais c'est la réalité, c'est de la communication. Donc tous ces barrages policiers, c'est juste de la communication pour faire peur aux gens. Et j'ai l'impression, en fait, que le migrant est devenu un outil pour faire peur aux gens. Et de leur dire attention à ton statut, et... Moi, je pense que j'ai l'impression que c'est vraiment un outil pour faire peur aux gens. Ce que vous dites là, c'est que c'est de la dissuasion migratoire. Vous définiriez comme ça. En fait, non? Est-ce que c'est plus à vos yeux, à l'intention des citoyens lambda, pour dire, voilà, on fait des choses, on contrôle la situation, ou est-ce que c'est plus pour dissuader d'entrer, ce qui ne fonctionnerait pas? À la dissuasion d'entrée, il y a déjà la Libye qui le fait, donc est-ce qu'il faut faire pire que la Libye? Je ne suis pas sûr. Il y a la Méditerranée qui le fait quand même. La Méditerranée, c'est l'endroit où il y a le plus de morts dans le monde. Et donc on paye la Libye pour fermer leurs frontières, clairement. On paye des gens qui... Enfin, c'est quand même assez fou, quoi. Il y a un accord entre l'Italie et la Libye pour garder les gens en Libye. Et à un moment de croire que de faire mal aux gens, ça va les empêcher de venir, c'est que les gens, ils n'ont pas envie de venir, il ne faut pas croire. Donc le message qui est donné médiatique, c'est oui, les gens viennent là pour rouler en grosse voiture et jouer au foot ou je ne sais pas quoi. Mais les gens, ils n'ont pas envie de venir là, en fait. C'est des gens qui sont déracinés. Moi, je les ai à la maison. C'est des gens qui sont insomniaques. C'est des gens qui ont perdu des parents, des proches. Et c'est des gens qui n'ont pas envie d'être là, en fait. Et c'est pour ça qu'il y a un problème d'intégration, j'ai envie de dire. Des gens qui ont des difficultés à apprendre la langue, c'est qu'ils n'ont pas envie d'être ici, quoi.
Et la gestion de l'État, en fait, quand il y a une problématique, il faut qu'on soit pour ou contre la migration. Mais je trouve déjà la question complètement stupide. Être pour ou contre la migration, mais qui est pour la migration? C'est complètement débile, quoi. C'est-à-dire, personne n'est pour la migration. C'est-à-dire, tout le monde est contre. Et on essaie de faire deux clans, les pour et les contre. Et il y a un moment, même des personnes, en fait, qui sont contre la migration, sont absolument pas d'accord avec la gestion de l'État. Mais je pense qu'il faut communiquer là-dessus, de dire qu'à un moment, il y a une problématique et il faut la gérer intelligemment. Comme par exemple l'école. À quoi ça sert l'école? L'école, ça sert pas à ce qu'un gamin apprenne à lire et à écrire. Ça sert pas à ça l'école. L'école, ça sert à ce que ce gamin soit inséré dans une société pour pas qu'il foute le bordel plus tard. Ça sert à ça l'école. C'est un investissement à long terme. Et pour les personnes, c'est pareil. Apprendre à quelqu'un à parler à français, etc., c'est pas pour qu'il parle français. C'est qu'il soit compris par la société, en fait. Et ce qu'on est en train de faire, on est en train ça va être une catastrophe dans 15 ans, c'est une bombe à retardement. Et je comprends absolument pas les directives d'État. Alors soit ils sont bêtes, soit ils sont dangereux, ou soit les deux à la fois. Mais en attendant, la gestion de l'État, elle est catastrophique. Je sais pas si vous remarquez, mais aux endroits où il y a des problèmes, c'est qu'il y a des actions d'État. Donc l'action d'État, c'est quoi? Sur la gestion du flux migratoire, c'est fermer la frontière. Donc du coup, à Vintimille, là, il y a des gamins qui dorment dans la neige, quoi. Des gamins. Il y a des femmes enceintes de 17 ans qui dorment dehors. À Calais, en fait, où l'État agit, c'est le bordel. C'est assez troublant quand même. Hier, j'ai vu une gamine, 15 ans et demi, ça fait 1 an qu'elle dort dehors à Calais. 15 ans et demi. Et après, on va prendre des gens comme moi, leur dire « Oh, c'est pas bien, monsieur Héroux, vous avez entré des personnes en situation irrégulière. » Non, mais la réalité, elle est où, là? Et donc, il y a un moment, je pense qu'il faut que le citoyen réagisse par rapport à ce système d'État et qu'on se mobilise ensemble et qu'on dise non. En fait, on n'est pas des pro-migrants, on est juste... on a juste envie de défendre ce que représente la France, quoi. Enfin, je sais pas, c'est pas qu'une question de migratoire. Et ça, j'ai vraiment envie d'insister là-dessus. Bien, bah écoutez, merci pour cette intervention. On va passer la parole à Sarah. Sarah Prestiani, puisque vous êtes aussi témoin du terrain à échelle plus large et vous avez beaucoup de choses à nous expliquer sur justement cette externalisation. Ce qui se passe dans la Roya se passe aussi ailleurs d'une autre manière. Donc je vous passe le micro. Voilà. Merci. Pour répondre à la question de la conciliation, je pense que quand on assiste à une banalisation de la violation systématique des droits, dont l'externalisation, un bon exemple, cette conciliation devient compliquée. L'externalisation, on a beaucoup entendu parler de l'accord entre l'Italie et la Libye. Je pense qu'il est important de comprendre comment elle devient un pilier de l'agenda européen qui touche beaucoup des pays, tous les pays qui sont intéressés à la route de la migration. Donc, aucun choix géographique dans les dialogues qui est fait par l'Union européenne et certains États membres avec les pays afin des transits d'origine des migrants, afin de bloquer les migrants pour qu'ils ne rejoignent pas les côtes européennes. Et donc, on arrive à une normalisation du fait de dialoguer avec Erdogan en lui promettant 6 milliards d'euros afin qu'il bloque les réfugiés afghans et syriens pour qu'ils ne rejoignent pas la Grèce. En échange aussi, au travers d'argent, du silence très lourd de l'Union européenne face à la dérive dictatoriale qui vit aujourd'hui la Turquie. Nous assistons à un accord secret des polices entre l'Italie et al-Bashir, dictateur du Soudan, condamné 2 fois à la Cour pénale internationale par crime contre l'humanité, à normalisation du dialogue avec ces dictateurs au nom d'un engagement de sa part, grâce aux milices janjaouides qui contrôlent la frontière avec la Libye et l'Égypte, ainsi que celle de l'Érythrée, pour entraver la circulation des réfugiés érythréens, pour les renvoyer dans leur pays au nom de ce dialogue et cette collaboration avec l'Union européenne. Nous assistons aujourd'hui à un dialogue avec les milices libyens pour qu'ils deviennent d'un jour à l'autre des passeurs à gendarmes de l'Europe, en échange de leur part pour récupérer l'argent perdu des passages en mer, qui par ailleurs sont diminués en année de 67%, à la détention, à la multiplication des lieux d'enfermement sur tous les territoires libyens, où on sait très bien qu'on pratique régulièrement la torture et des traitements inhumains et dégradants. On assiste aujourd'hui à une approbation presque unanime du Parlement
gouvernement italien pour envoyer une mission militaire au nord du Niger, à Madama, afin de dissuader les migrants du passage vers la Libye, tout en sachant que comme arrive exactement à la frontière entre l'Italie et Ventimille, les migrants continuent à passer, sauf que pour éviter les barrages militaires mis en place par l'Union européenne, sortent des pistes battues et leur parcours devient beaucoup plus risqué parce qu'ils sont obligés de sortir et ne pas passer par les oasis et donc où ils peuvent trouver de l'eau. Donc un passage beaucoup plus risqué, beaucoup plus long, qui ne fait qu'augmenter les tragiques bilans des morts de la Méditerranée, ils vont s'ajouter celles du désert. Les images qui nous arrivent témoignent des situations accablantes tout le long du désert, des déplacements des routes depuis le Niger vers le Mali, vers l'Algérie, pour entrer ensuite en Libye. C'est exactement la même chose. Là aussi, il n'y a pas une diminution des passages, mais cela devient encore plus compliqué et les refoulements, quand il s'agit des 4 jours dans le désert, devient encore plus compliqué. Il est important de savoir que cette politique d'externalisation a un impact flagrant sur la violation systématique des droits des migrants, mais a un impact aussi sur la situation des pays avec lesquels on dialogue. Un militant du Soudan qui nous dit tant que l'Union européenne continuera à dialoguer sur la question de la migration avec al-Bashir, nous aurons encore plus du mal à rejoindre un processus de paix et justice pour les crimes du Darfour. Quand les militants pour la paix libyens revendique le fait que dialoguer avec les milices ne fait que renforcer une situation de chaos qui vit aujourd'hui la Libye. Cela nous fait comprendre les niveaux d'ingérence et les niveaux systématiques des violations des droits. Cette banalisation de la violation des droits n'épargne pas non plus la Méditerranée. Il y a des conventions, ils sont assez simples. La convention SAR et SOLAS rappelle qu'il y a un principe en mer, il y a un seul principe, le sauvetage avant tout. Aujourd'hui, quand on remplace l'opération Mare Nostrum, qui est une opération de sauvetage, par une opération menée par Frontex, qui a comme but celle d'intercepter et de contrôler les frontières, aujourd'hui, quand on renforce avec de l'argent du développement européen les gardes-côtes libyens qui arrivent comme ça à mener 20 000 interceptions pour envoyer les migrants dans l'enfer libyen dans lequel ils essaient de s'échapper, aujourd'hui, quand les gouvernements italiens mènent systématiquement un processus de criminalisation des ONG qui sont descendus en mer pour sauver des vies humaines face au bilan des 5 000 morts en 2015 dans la mer Méditerranée, là, nous assistons à une violation flagrante d'un principe basique, qui est celui de sauver des vies humaines. Cela va continuer dans les parcours des migrants, aussi à nos frontières. L'approche hotspot imposée par l'Union européenne à l'Italie et à la Grèce transforme les îles grecques de Lesbos, Samos, Chios, dans des limbes où les migrants, les réfugiés syriens afghans sont obligés, aujourd'hui sous la neige, en août sur 45 degrés, à attendre des mois pour qu'on décide si il doit être renvoyé en Turquie, donc pays considéré un pays tiers sûr, au nom de ce dialogue mené avec Erdogan, au nom de cette politique de l'externalisation, ou continuer leur voyage en sachant qu'ils vont être bloqués une fois arrivés proche de la frontière de la Macédoine. Aujourd'hui, à Lampedusa, si on est un Tunisien, les centres hotspot qui devraient être un centre de transit de 3 jours devient un centre de rétention pendant des mois en vue de l'expulsion au nom d'un accord qui a été signé avec la Tunisie. Il est important de rappeler que la Convention de Genève base la question de l'asile sur l'histoire personnelle des persécutions. Aujourd'hui, l'Union européenne, à ses frontières, décide que l'attribution des droits d'accéder à l'asile, donc c'est même pas la reconnaissance de l'asile, se base sur l'effet de la nationalité. Donc si on est tunisien, si on est maghrébin, si on est même libyen, d'ailleurs, on n'a pas le droit d'accéder à l'asile, et donc on te met dans un centre et on dit que les centres d'hotspot deviennent un centre de transit. Aujourd'hui, couplé l'approche hotspot avec les règlements de Dublin fait que les migrants sont obligés à rester dans les pays où ils arrivent, l'Italie, l'Espagne et la Grèce, contre leur degré, contre leur volonté, fait des situations comme celle qu'on vient d'être racontée à Ventimille, mais cette couplage contribue aussi à la situation qu'on vit aujourd'hui à Calais, parce que j'y passe beaucoup du temps à Calais et souvent on entend parler italien, souvent les personnes me montrent leurs papiers italiens et savent très
très bien que toute interception à Calais peut signifier un retour à la case de départ en Italie, un retour en Bulgarie, un retour en Grèce, avec un parcours systématique d'errance qui mène des traumas psychologiques avec cette situation de l'intégration, là aussi impossible parce que l'errance est continue. Et je terminerai sur ce parcours qui est en violation systématique des droits avec les expulsions. J'y tiens parce que l'Italie aujourd'hui, dans 2 jours, elle a appelé au vote. Et nous avons assisté à une campagne qui se base sur la haine de l'étranger. Et une des chiffres qui vient systématiquement répété par Berlusconi, c'est avec nous, nous aurons 600 000 expulsions depuis l'Italie. Alors, chiffre complètement inventé parce qu'on n'a pas autant d'accords de réadmission. Mais il est intéressant de voir comment on cristallise sous l'idée de l'expulsion du renvoi. Aujourd'hui, la Belgique accepte sur son territoire, invite son territoire des fonctionnaires toujours du Soudan. La France fait de même. L'Italie l'a fait il y a 2 ans. Et un renvoi systématique contre aussi l'expression des tribunaux belges des Soudanais à Khartoum, en sachant que les risques très élevés des tortures au retour est là et existante. Donc la politique d'expulsion rentre aussi dans cette logique, dans cette machine, dans cette logique qui couple depuis l'externalisation jusqu'à la politique d'expulsion et au règlement Dublin, une logique européenne qui, je pense, a perdu sa boussole politique et pour qu'elle soit conciliée avec les droits humains, je pense qu'elle doit changer complètement de cap et retourner à penser que les migrants, c'est des êtres humains, parce que nous sommes là, en Italie, à rappeler qu'il y a les migrants, c'est des êtres humains et que les conventions internationales sont systématiquement bafouées. Et donc, c'est là du point où il faut répartir. Donc, ce que vous nous dites là, gardez le micro 1 minute. Ce que vous nous dites là, c'est que, à vos yeux, la politique menée aujourd'hui par l'Europe n'est pas et ne peut pas être compatible avec un respect des droits humains, en clair. La politique menée aujourd'hui par l'Union européenne incarne la systématique violation des droits pour arriver à la normalisation de cette violation. Donc, ils arrivent à assumer les faits, que c'est absolument normal de signer des accords avec la Libye. Et donc, c'est justement en pointant les doigts sur ce qui arrive sur les terrains, sur le fait que signer l'accord avec la Libye signifie la multiplication des centres de rétention, de la torture et des morts, dont l'Italie, l'Europe et les États membres qui signent ces accords sont directement responsables. Je pense que pointer la responsabilité juridique et politique est fondamental. D'ailleurs, c'est pour ça les rôles des associations qui essayent d'être présents sur les terrains, tout avec les difficultés de sécurité qui souvent se posent, qui essaient de mener du contentieux stratégique, de renvoyer cette responsabilité politique et juridique, sont fondamentales parce qu'en quelque façon arrivent à écraser, à couper cette normalisation qui est en cours et qui n'est fait qu'empirer d'année en année. Pour qui travaille sur ces sujets depuis une dizaine d'années, on voit vraiment une dérive totale qu'on vit. Et donc, pour retourner à que les droits soient respectés, qu'il ne soit pas normal, ne pas les respecter, je pense qu'il faut vraiment virer des caps et pointer les doigts sur ces responsabilités juridiques et politiques systématiques. Bien, merci beaucoup. Merci pour cette précision. Donc on se rend compte que en France, les droits sont pas respectés, les préfets sont condamnés, mais ça change pas grand-chose. À l'international, on a aussi une systématisation. On signe les conventions, ensuite on ne les respecte pas et il se passe pas grand-chose. Qu'en pense la juriste du GISTI? Comment est-ce qu'il faut lire tout ça? Est-ce qu'il y a moyen de s'inscrire autrement? Et est-ce que pourquoi la Cour européenne ne gère pas plus rapidement le dossier? Pourquoi tout ça ne change rien? Qu'est-ce que, en tant que juriste, comment est-ce que vous lisez toutes ces choses-là, tous ces faits dont on est témoin sur le terrain, Claire Rodier? Pour prolonger ce que disait Sarah, je crois que finalement ce qu'on peut lire des politiques européennes d'immigration et d'asile, c'est ce qu'elles organisent l'impunité des États membres de l'Union européenne. Pourquoi l'impunité? On peut essayer déjà de recenser les principaux droits fondamentaux que tout le monde connaît et qui devraient être reconnus aux migrants et dont aussi bien Cédric que Sarah viennent de montrer qu'ils ne sont pas respectés. Alors c'est assez basique, hein, le droit à la vie, le droit de ne pas être torturé, le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants,
le droit d'asile, le droit de pouvoir demander l'asile et d'être protégé dans un pays qui n'est pas le sien, le droit spécifique qui est reconnu, qui est normalement devait être reconnu aux enfants, aux mineurs. Donc ces droits fondamentaux sont inscrits dans des textes internationaux qui s'imposent à tous les États, en tout cas tous les États membres de l'Union européenne. Et ce qu'on peut faire, c'est essayer de recenser les obstacles à l'application de ces droits, les obstacles concrets qui expliquent pourquoi ça se passe quand même et qui expliquent cette impunité. Et puis voir peut-être après comment dépasser ces obstacles. Quels sont les obstacles? Alors, le premier obstacle, c'est dans certains cas l'insuffisance intrinsèque de ces droits. Par exemple, la Déclaration universelle des droits de l'homme ou le pacte sur les droits civils et politiques, pacte de l'ONU, prévoit que toute personne a le droit de quitter son pays. Le problème, c'est que en face, il n'y a pas un texte qui dit que toute personne a le droit de franchir une frontière. Donc, ça vide beaucoup de son sens. Le texte lui-même, la façon dont est posé ce droit de quitter son pays, si on ne peut pas aller ailleurs, un premier obstacle sérieux dans le cas des violations des droits des migrants. Le deuxième obstacle, c'est peut-être on pourrait dire qu'il y a des droits qui s'entrechoquent. Toute personne a le droit de quitter son pays, mais il est reconnu aussi au pays souverain le droit de protéger leurs frontières et de décider qui peut entrer sur leur territoire ou qui ne peut pas entrer. Et quand ces droits s'entrechoquent, finalement, on n'a pas de règlement de situation qui puisse être conforme au respect des droits des personnes. Par exemple, le droit d'asile prévoit qu'on n'a pas besoin de papier, de passeport pour demander la protection dans le pays dont on a réussi à franchir la frontière. On ne peut pas opposer à un demandeur d'asile qui demande l'asile, donne-moi tes papiers, et le rejeter s'il n'a pas des papiers en bonne et due forme. Mais vous savez bien que le problème, c'est que au nom de la politique migratoire, au nom de la lutte contre l'immigration clandestine, on peut refuser à quelqu'un le franchissement de la frontière. Donc ce droit de demander l'asile quand on est arrivé dans un pays qui est signataire de la Convention de Genève sur les réfugiés, en fait, il est complètement neutralisé par le fait que la personne ne pourra pas accéder au territoire de ce pays. Et c'est ce qui se passe avec la Méditerranée. Théoriquement, les potentiels réfugiés qui se trouvent dans des bateaux qui essayent de venir jusqu'en Europe devraient se voir reconnaître, et parfois se voir reconnaître, quand ils arrivent à mettre le pied sur le sol européen, se voir reconnaître le statut de réfugié. Mais si on les empêche d'y arriver, on neutralise en fait ce droit international à l'asile qui est pourtant dû et qui engage les États qui organisent la protection de leurs frontières. Donc là, vous voyez cette espèce de contradiction entre deux droits, celui des États, celui des personnes, qui est un sacré obstacle. Alors, il y a des moyens de réguler cette contradiction, ce fait que ce droit s'entrechoque, c'est la recherche de la proportionnalité entre l'intérêt de la personne et l'intérêt de l'État. Donc il y a toute des discussions juridiques et des cours sont chargés d'évaluer quand il y a cette confrontation entre deux droits, qu'est-ce qui doit prévaloir. Par exemple, le droit de vivre en famille est un droit reconnu par la Convention européenne des droits de l'homme, qui engage tous les États membres de l'Union européenne notamment. Donc des personnes étrangères en situation irrégulière peuvent alléguer, se référer à ce droit de vivre en famille qui s'impose aux États pour demander à rester sur leur territoire, par exemple en France, parce que leur famille y vit.
Mais ce que a jugé la Cour européenne des droits de l'homme, c'est que certes, le droit du vivre en famille est protégé par la Convention, mais que rien n'empêche l'expulsion de quelqu'un qui a aussi de la famille dans son pays d'origine, ou l'expulsion de toute une famille de France, par exemple, parce que le droit de vivre en famille, il peut s'exercer ailleurs, il n'est pas forcément sur le territoire. Un autre obstacle à l'application des droits fondamentaux dans le cas des personnes migrantes, c'est leur contournement par les États membres. Je parlerai après de tricherie, mais on peut parler d'abord de contournement. Par exemple, le droit de ne pas être torturé ou de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants s'impose à tous les États. Mais quand on expulse quelqu'un vers un pays comme le Soudan, où cette personne risque d'être torturée une fois arrivée dans son pays d'origine, ou d'être mis en prison, ou d'être maltraité, finalement, on se lave les mains. Quand on est un pays européen, on respecte sur son propre sol la Convention internationale ou les principes fondamentaux qui interdisent de torturer ou de soumettre à un traitement inhumain dégradant, mais on s'arrange dans le cadre de l'externalisation pour que ça se passe ailleurs, en application des lois sur l'immigration qui permettent d'expulser. Je parlais de tricherie, c'est l'étape d'après, avec une méthode qui est beaucoup utilisée par les États, et je crois qu'un bon exemple, c'est celui des mineurs, par exemple, des enfants. Normalement, les enfants, toute personne mineure, doit bénéficier d'une protection, et toute décision prise par l'administration doit être prise en tenant compte de l'intérêt supérieur de l'enfant. Comment fait-on pour échapper à cette obligation quand on est un État et qu'on est face à un enfant étranger? Alors, deux méthodes. Ne pas le reconnaître comme enfant, comme mineur. J'ai pas besoin d'expliquer ici la question de l'évaluation de l'âge et la façon dont la France, par exemple, se débarrasse de ses obligations à l'égard des mineurs simplement en déclarant que la personne en face d'elle ne relève pas de ce droit de la protection des mineurs. Autre solution, l'intérêt supérieur de l'enfant, par exemple, ça va être de considérer qu'un enfant peut être enfermé dans un centre de rétention pendant plusieurs dizaines de jours, bientôt 90 jours, peut-être 135 jours, s'il est avec ses parents, parce que c'est dans son intérêt de rester avec ses parents. Donc si ses parents doivent être expulsés, c'est dans son intérêt supérieur d'être expulsé et préalablement enfermé, bien que la loi française interdise l'enfermement des enfants mineurs. Le dernier obstacle, je crois que c'est aussi je reviens à cette question d'impunité, c'est que finalement il n'y a pas vraiment de tribunal pour juger les États qui commettent des violations, celles que nous constatons tous les jours. Il y a bien en Europe la Cour européenne des droits de l'homme, mais indépendamment de la nature de ces décisions qui ne nous conviennent pas toujours, qui ne nous semblent pas toujours conformes aux droits fondamentaux, il y a aussi les délais. Le fait que quand on dépose une plainte devant la Cour européenne des droits de l'homme, on aura peut-être une réponse dans 2, 3, 4 ans, 5 ans parfois, et que une personne étrangère qui est victime d'une violation de ses droits parce que elle va être expulsée dans un pays où elle risque d'être torturée ou mise en prison, si cette affaire est jugée dans 5 ans et que l'État qui a commis cet acte est jugé dans 5 ans, entre-temps, ça n'a aucune efficacité à un titre individuel, donc on ne peut pas considérer qu'il s'agit vraiment d'un droit protégé par une cour. Et pour le reste, il n'y a pas de cour qui juge de l'application de cour internationale qui juge de l'application par les États du non-respect du droit d'asile, par exemple. La Convention de Genève pose des principes, mais si on refoule à la frontière des personnes qui pourraient prétendre à l'asile, il n'y a aucune instance pour juger et condamner cet État. Quand il y en a, ça peut être un déni de droit total. Je pense par exemple à l'accord qui a été signé en 2016 entre l'Union européenne et la Turquie,
dont vous savez certainement qu'on a négocié avec la Turquie pour qu'elle garde sur son sol des personnes qui pourraient venir en Europe, et qu'elle accepte aussi de reprendre des personnes, y compris qui demandent l'asile, et y compris qui pourraient obtenir une protection en Europe. On lui demande de reprendre ces réfugiés. C'est une violation caractérisée du droit d'asile, de la Convention de Genève. Mais les quelques recours qui ont été portés devant les cours dont on dispose, pour l'instant, n'ont abouti à rien. Et je crois que j'en reviens à mon propos initial, c'est vraiment cette impunité qu'il faut arriver à comprendre. On est tous conscients, et je crois que les dirigeants aussi sont conscients, qu'il y a des violations, celles que vous avez décrites, quotidiennes des droits fondamentaux, et qu'aujourd'hui on n'a pas les moyens de les juger. Alors, pour pallier cette impunité, il y a des tentatives qui sont faites dans le milieu militant, milieu associatif. Au début du mois de janvier à Paris, il y a eu l'organisation d'une session du tribunal permanent des peuples. Vous connaissez peut-être certains ce concept de tribunal Ressel qui a été créé au moment de la guerre du Vietnam. Et ce tribunal permanent des peuples de janvier a jugé les politiques migratoires et les politiques d'asile de l'Union européenne. Le Gisti avait préparé un acte d'accusation qui reprend de façon très détaillée, si ça vous intéresse d'ailleurs à titre documentaire, toutes les violations des droits fondamentaux qui sont entraînées par les effets des politiques à la fois de la France et de l'Europe. Ce qui était surtout intéressant, c'est que pendant 2 jours, des témoignages, dont celui de Cédric, sont venus étayer, appuyer, donner de la matière concrète et illustrer ces violations. Le jury de ce tribunal, qui était composé de personnalités de plusieurs disciplines et aussi de plusieurs pays, a condamné l'Union européenne et la France pour leur politique migratoire et leur politique d'asile. C'est symbolique, mais c'est peut-être sur la base de ce type d'action que nous devons tous ensemble continuer à documenter, comme nous essayons de le faire dans l'Atlas des migrants dont vous avez parlé, à Migre Europe, et à faire connaître par tout moyen, y compris comme cette convention qui nous réunit aujourd'hui, pour forcer les portes, forcer les serrures de cette impunité dont les États que les États nous imposent, avec effectivement, comme l'a dit Sarah, cette illusion que tout ça est en train de devenir complètement normal. Et je crois que c'est contre cette normalité qu'il faut tenir à nous battre. Merci. Continuer à se battre, oui, mais c'est manifestement David contre Goliath, puisque quand on regarde le projet de loi sur l'immigration asile, est-ce qu'on ne peut pas y lire de nouvelles violations des droits humains ? Comment sans rentrer vraiment dans le détail, mais qu'est-ce qui vous choque le plus en termes de violation des droits à l'intérieur de ce texte qui va arriver en discussion là ? Je crois que le principal aspect dans ce projet de loi, c'est la violation, l'aggravation de la violation programmée du droit d'asile. On a l'impression à lire, les 2 gros volets de ce projet de loi, c'est des dispositions pour accélérer les procédures d'asile et par ailleurs pour accélérer les procédures d'éloignement en passant par l'allongement de la durée de la détention et de la mise sous contrôle des personnes avant qu'elles soient éloignées. Et je crois que les 2 doivent être lus comme un message adressé à la fois aux personnes en migration, aux personnes qui veulent venir en France, mais aussi au reste de l'Europe, que la crise migratoire doit s'arrêter à la frontière, aux frontières françaises. C'est-à-dire que tout est organisé pour dissuader les demandeurs d'asile. Ça fait longtemps que c'est pratiqué. On sait bien que la situation est particulièrement ici dans la région est une politique de dissuasion. Cédric a aussi décrit cette politique de dissuasion, mais il me semble que là,
on formalise en faisant passer devant un Parlement qui certainement va valider l'essentiel de ce projet, la politique de non-accueil, avec certainement effectivement des violations. Je pense particulièrement à la détention, dont on sait très bien que la CIMAD le dit suffisamment, qu'elle est inutile au regard des objectifs qui sont poursuivis. Donc l'allongement de la durée de la détention dans les centres de rétention va être à l'origine d'une aggravation de cas de violation caractérisée des droits des personnes tels qu'on les connaît déjà, mais ça ne peut que s'aggraver. Inutile, puisqu'on sait que les 2/3 des renvois sont faits dans les 15 premiers jours, donc en mettre 135 ne changera pas grand-chose à ça. Pratiquement pas, sinon effectivement, si on s'attache au côté message symbolique. Merci. Donc, message symbolique, violation des droits, politique juste. De politique juste, on n'est pas loin du concept de guerre juste. Au regard de votre expérience de terrain, au regard de vos travaux pour le crash, comment est-ce que vous abordez toute cette thématique, Ronnie Broman? Je l'aborde avec un certain embarras, surtout ici, parce que contrairement à vous tous, moi je ne suis pas très directement impliqué dans les questions de migration. Je n'en suis pas spécialiste. Vous êtes au-dessus de la mêlée, c'est ça aussi qui vous intéresse. Non, j'ai pas cette prétention et je ne suis pas capable de tenir ce rôle-là. Non, n'aggravez pas mon intimidation parce que ça va, je vais bafouiller. C'est mon rôle, mais non. Oui. Mais ce sont des considérations, disons, à la fois de citoyens et de personnes engagées dans l'humanitaire depuis longtemps que je vais formuler là. D'une part, moi, ce qui m'a frappé, en effet, dans les évolutions du droit, c'est ce que disait Claire Rodier à l'instant, c'est-à-dire le renforcement de tout ce qui est répressif et la fermeture de tout ce qui était jusqu'à présent ouvert. Par exemple, le rétrécissement des délais permettant de demander le droit, etc. Enfin, ce que Claire Rodier disait. Mais j'aurais deux remarques à faire là-dessus. D'une part, les contradictions qui ont été soulignées entre différents droits, différents niveaux de droit, différentes catégories de droits ne peuvent pas être prises à la légère. Le fait de juridiciser le débat a certes, où les enjeux peuvent présenter certes un certain nombre d'avantages, faire condamner un préfet, démontrer qu'un État viole les lois qu'il a fait adopter ou qui ont été inscrites dans sa tradition. Donc ça a un effet à la fois, disons, exemplaire, et pour certains, ça peut avoir un effet salvateur localement. Mais on doit être conscient, c'est la même chose pour le droit humanitaire, et par exemple, les invocations que des ONG humanitaires font de ce respect ou de ce non-respect du droit, ça ouvre à des discussions infinies entre experts, entre spécialistes du droit qui vont invoquer telle jurisprudence, telle interprétation du droit, telle clause. Et il y a une sorte d'enfermement du débat dans le droit qui est absolument inévitable parce qu'il y a des droits qui sont en concurrence, qui sont en friction les uns avec les autres. Et par exemple, je donne cet exemple depuis mon expérience, la notion de guerre juste et de droit humanitaire offre un terrain absolument, presque quasiment illimité aux experts juridiques des armées qui expliquent que, par exemple, la bombe au phosphore, elle est bien dans certaines circonstances, elle est autorisée par le droit, mais il ne faut pas l'utiliser dans certaines circonstances. Oui, mais précisément, ces circonstances-là n'étaient pas celles dans lesquelles nous les avons utilisées, donc on a raison de balancer des bombes au phosphore sur un quartier de Gaza, par exemple. En tout cas, on a raison. Je dis pas, les juristes disent pas on a raison, ils disent on a le droit. Et les juristes humanitaires, de leur côté, vont dire non, c'était pas les circonstances. Bref, on entre dans un processus infini, et je pourrais multiplier les exemples sur la question des armements utilisés. Donc, le droit a ses limites, et il me semble que les notions de décence commune, disons pour reprendre une formulation de Orwell, ou de décence telle que l'on l'entend quotidiennement, sont aussi essentielles. C'était un peu ce que, je crois, Cédric Héroux nous disait depuis son expérience.
c'est absolument fondamental, me semble-t-il. Ça permet de situer le droit dans quelque chose de plus large que lui, dans une démarche, disons, philosophique, politique, éthique, qui ne se résume pas à la question des droits. Le deuxième point que je voulais signaler, enfin que je voulais soulever, c'est celui de la vulnérabilité, au sens où lorsque on s'en prend à une population, un groupe de population particulièrement vulnérable, on enclenche un processus dont on ne peut jamais savoir où il va s'arrêter et dont on peut être certain par contre qu'il ne s'arrêtera pas aux limites qu'on lui a imparties. Sur un autre des sujets sur lesquels j'interviens souvent, qui est le conflit israélo-palestinien, au-delà de l'injustice et des méfaits de l'occupation israélienne des territoires, il y a un aspect qui n'est pas souvent mentionné, mais qui, je crois, est important, y compris du point de vue de la population venant des occupants, c'est-à-dire des Israéliens, à savoir le choc au retour de la violence de l'occupation. Cette violence exercée sur les Palestiniens qui se manifestent tous les jours, dont on a vu encore récemment avec l'internement arbitraire de Salah Hamouri. Bon, je n'insiste pas là-dessus, c'est pas notre sujet aujourd'hui. Mais cette violence-là, elle ne s'arrête pas aux limites. Il n'y a pas de frontières en Israël. Enfin, en tout cas, il n'y a pas de frontières avec la Cisjordanie. Donc, parlons de limites. Elle ne s'arrête pas aux limites de ce qui est censé être le territoire palestinien. Elle retentit en retour sur la société israélienne, les violences conjugales, les violences domestiques, les violences routières, la violence des rapports sociaux, la dureté de la vie économique israélienne, bref, à tous les étages, depuis le plus privé jusqu'au plus public, cette violence-là, elle revient. Elle revient. Et c'est un peu ce que, disons, l'historien Mossé, pour la guerre de 14, avait théorisé sous le terme de brutalisation. Il y a une sorte de brutalisation générale. Et nous ne croyons pas que la brutalité qui s'exerce sur les migrants, les demandeurs d'asile, puisse s'arrêter à ce cercle restreint, à ce cercle limité, disons. Elle retentit inévitablement sur les vulnérables. Or, il me semble qu'une société se juge, en général, la valeur d'une organisation sociale se juge à l'intérêt ou, au contraire, à la dureté qu'il manifeste vis-à-vis des populations les plus vulnérables. Ça, disons, c'est le point de vue intermédiaire entre l'humanitaire et le politique, mais c'est aussi une constatation, disons, d'ordre historique, sociologique, qu'on peut faire sans difficulté. Et puis je termine sur quelque chose qui est vraiment frappant, qui est aussi la force du préjugé, pour reprendre le titre d'un livre assez célèbre. Je discutais, comme je disais, je n'ai pas une pratique personnelle, directe des questions d'aide aux migrants, mais par l'intermédiaire de l'MSF, je bénéficie du retour de mes amis, de mes collègues. Et Corinne Thor, donc, qui intervenait hier dans les ateliers, me racontait que dans le centre d'accueil pour les mineurs installé à Pantin, enfin me racontait les conditions dans lesquelles ça se passe, un centre d'accueil qui est aujourd'hui directement menacé par le maire de Pantin, qui par ailleurs a signé il y a un an une lettre ouverte appelant ses collègues maires à faire preuve de mansuétude et de sens de l'accueil et de l'hospitalité vis-à-vis des migrants, mais qui ne trouve rien de mieux à faire qu'à mettre en danger le centre d'accueil pour les mineurs non accompagnés qui est installé sur son territoire. Chercher l'erreur. Enfin, on donne des leçons aux autres, mais on refuse de se les appliquer à soi-même. Et c'est d'autant plus choquant que ce centre est très bien accueilli par la population, que les formes de solidarité que l'on constate au quotidien existent de la part des commerçants, des passants, des habitants du quartier, que pas un seul incident n'a été relevé, bien au contraire. Il y a une espèce de dynamique de socialisation ou de resocialisation qui se noue autour de ce centre d'accueil pour migrants. Quelque chose d'assez exemplaire, au point d'ailleurs que quand je l'entendais dire, je disais, mais enfin, c'est presque trop beau pour être vrai. En tout cas, c'est vrai. Donc, quand c'est beau et que c'est vrai, profitons-en, c'est quand même chouette. Eh bien, en dépit de tout cela, c'est-à-dire à la fois du fait que, finalement, les commerçants tirent plutôt profit que des avantages de cette présence, qu'il y a des liens sociaux qui se recréent, qu'il
Il n'y a aucune concurrence entre les détresses, problème qu'on pourrait évoquer à juste titre. Après tout, les détresses nationales par rapport aux détresses étrangères peuvent prétendre bénéficier d'un certain privilège. Mais les personnes mêmes qui sont en détresse, c'est ce que Corinne disait avec insistance encore hier, les sans domicile fixe, disons, de souche, ceux qui sont en France et français, montrent des formes de compassion, de solidarité, d'attention envers les migrants qui sont absolument exemplaires. Donc, et ne vivent pas du tout cette concurrence dont, par ailleurs, des gens qui ne sont pas du tout en situation de concurrence font état en permanence comme pour mieux montrer leur intérêt vis-à-vis d'une catégorie de vulnérables contre une autre catégorie. Donc, cette compétition entre les détresses, elle ne semble pas être le fait de ceux qui sont dans des situations de détresse, mais plutôt de ceux, dans la bouche de ceux qui font profession de commercialiser à leur profit ces supposées compétitions entre détresses. Donc, il me semble que c'est une question qui déborde largement la question des migrants et qui touche à la question de la vulnérabilité sociale, de la vulnérabilité individuelle en général. Alors, on n'est pas très loin, mais tout de même, on est en dehors de ce terrain de compétition entre droits humains et politique nationale, à position de souveraineté. Mais bon, moi, c'est ce terrain-là qui me semble être aussi un terrain très prometteur, sans du tout négliger la question des droits. Et puis je termine avec une petite anecdote qui n'est pas personnelle, mais qui est ancienne. J'ai participé dans les années 80 à des séminaires organisés, enfin disons à un groupe de réflexion mis en place par Matignon au sujet de l'accueil des réfugiés à une époque encore marquée par la guerre froide, où la guerre en Europe et les mouvements de population d'Europe de l'Est vers l'Europe de l'Ouest, ou internes au territoire national, étaient considérés comme des enjeux stratégiques, enfin en tout cas des questions que les stratèges militaires et politiques devaient prendre en considération. Et lors d'un de ces groupes de réflexion, un général racontait que lors d'une entrevue avec la direction soviétique, je ne sais plus qui précisément, on leur avait dit que le mur de Berlin, c'était avant sa chute évidemment, le mur de Berlin était là, qu'il ne fallait pas y toucher, que ceux qui prétendaient qu'il était une violation des droits humains, une sorte de scandale, une sorte de cicatrice douloureuse en Europe, se trompaient lourdement. Et Gorbatchev avait fait dire aux dirigeants français et occidentaux en général: d'accord, vous voulez en finir avec le mur. Alors, combien de millions de réfugiés voulez-vous accepter? Affirmant que des dizaines de millions d'entre eux afflueraient immédiatement sur le territoire européen si ce mur était effondré. On voit ce qu'il en a été. Le mur est tombé et tous les Russes ou Soviétiques ou ressortissants des pays de l'Est ne se sont pas précipités vers l'Europe de l'Ouest comme pour l'envahir. Donc au niveau le plus local comme au niveau le plus général, faisons aussi attention à la force de ces préjugés qui vont toujours dans un sens de crispation, de défense, de fermeture. Voilà, merci. Merci pour cette analyse. À vos yeux, et face à cette brutalisation générale, on voit bien effectivement que c'est ça qui est en jeu, mais comment entrer, à vos yeux, à l'intérieur? Comment s'en servir comme une brèche pour qu'il y ait une prise de conscience et que les gens mesurent que tout ça peut aussi se retourner contre eux et que c'est pas simplement l'Africain qui vient d'arriver et qui, lui, sera victime? Donc, est-ce que vous voyez une lecture et une porte d'entrée possible pour essayer de travailler ce levier-là?
Oui, mais ce n'est pas vraiment original, mais enfin, ça me semble être, disons, les moyens d'action à la portée de chacun, à savoir la parole, l'échange, la discussion, la tentative de conviction. C'est aussi l'enjeu d'une réunion comme celle à laquelle nous participons. Non, parce que tout le monde est convaincu ici. Donc, oui, mais c'est plus compliqué. C'est, disons, la façon dont ça... Oui, non, en effet, ça, on a les délices de l'entre-soi ici, et il faut y prendre garde. Mais enfin, c'est aussi une façon de montrer que dans des mondes quand même relativement différents, voire séparés, monde associatif, monde des élus, monde des experts, de la recherche, il peut y avoir des liens qui s'établissent, des démarches communes qui se construisent, et ça peut diffuser. Et puis, c'est la force de l'action. Ce centre dont les ambitions sont modestes, sont pour mineurs non accompagnés qui s'intéressent finalement à quelques centaines de personnes, c'est peu de choses par rapport à l'ensemble de ce qu'il fait, mais il a, et j'en parle parce que c'est le seul que je connaisse un petit peu, mais je sais qu'il y a bien d'autres exemples comme ça. J'ai participé à un certain nombre de réunions dans des centres d'accueil d'orientation, dans différentes régions de France, et les retours ont toujours été cela, c'est-à-dire le constat assez surpris par les acteurs eux-mêmes, d'ailleurs, non seulement de l'absence de problème, mais au contraire de dynamiques positives, constructives, qui se nouaient. Alors il ne s'agit pas de rosir complètement le tableau, les problèmes existent, ils continueront d'exister. D'ailleurs, à Grande-Synthe, on est bien placé pour savoir que ça n'est pas un chemin de rose non plus, que tout camp de réfugiés, par exemple, quand il s'agit d'un regroupement, est aussi un nœud de violence, parce que la violence, comme je le disais, ne s'arrête jamais. Enfin, on ne la pose pas comme un fardeau, on continue de la trimballer. Reste que un très grand nombre d'expériences montrent le côté positif, constructif, social, au meilleur sens du terme de ces initiatives, et qu'il faut les faire partager. Après tout, on ne peut pas casser des préjugés comme on casse des pierres à coups de marteau. C'est pas une attitude de mécanicien, mais c'est une attitude de jardinier qui arrose, qui fait attention à ce qu'il fait, qu'il faut adopter. Si nous échouons, c'est nous tous qui en paierons le prix, pas seulement les migrants. Si cette société se durcit au point de devenir totalement insensible, de normaliser le scandale, comme ça a été dit, eh bien le scandale sera normalisé pour tous, et pas seulement pour les migrants. Alors il y a un enjeu absolument fondamental qui se noue là. Merci. Alors, je voudrais qu'on se refasse un tour de table avant de prendre les questions de la salle. Concrètement, on a vu, et vous avez énoncé, une multitude de violations des droits humains. À vos yeux, de chacun, et chacun en fonction de l'endroit où il est, qu'est-ce qui vous semble le plus facile, alors je dirais pas à contrer, mais à essayer de lutter contre, en termes de violation de ces droits? Cédric, c'est vous qui reprenez la parole. Votre combat, en fait, il s'attache à quelle rupture et à quelle violation des droits concrètement? Et pourquoi celle-là? Et pourquoi voilà? Et est-ce que ça avance? On a une stratégie de l'ordre de la communication, parce que je pense que il faut convaincre la majorité en fait des gens et reprendre possession de l'opinion publique là-dessus, parce que c'est là-dessus qu'on va gagner. C'est pas, on peut faire les procès qu'on veut contre le préfet, contre l'État, etc. Machin, c'est pas comme ça qu'on va avancer. Oui, mais là, vous tournez en rond, parce que cette opinion publique, parce qu'en France, cette opinion publique, elle est séparée en 3 tiers. Si on regarde les études les plus sérieuses qui ont été faites sur le sujet, donc il y a un tiers un peu soutien aux migrants, un tiers très anti-migrants et qui pense qu'on va bientôt être envahi, et puis le tiers central, contrairement aux autres pays européens, il bascule plutôt du côté du non. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de portage politique dans tout ça. Donc, vous voyez, il n'y a pas de quelqu'un qui dirait des voix vraiment porteuses et qui ferait des choses comme en Allemagne, j'entends par exemple à un certain moment, qui pourrait faire basculer de l'autre côté. Donc, est-ce que c'est pas un combat perdu? Non, je pense pas, parce que d'une part, les gens sont mal informés déjà. Merci pour les journalistes. Ben oui, je suis désolé.
Non, je vous laisse parler. Et, et du coup, on va essayer de montrer un peu qui est dans la légalité, qui est dans l'illégalité. Voilà. Donc déjà, de ne pas stigmatiser les aidants, etc. Et de ne pas stigmatiser aussi les migrants, et de montrer que l'État est dans l'illégalité. Et quand vous parlez du tiers, et le tiers qui dit anti-migrants, etc., il faut faire attention parce que les mots qui sortent de la bouche des gens ne sont pas forcément révélateurs de leurs pensées. Et les gens ont peur, les gens sont en colère. Je pense que si on doit jauger en fait le bien-être en fait intellectuel, le bien-être des gens, mais je pense qu'on serait assez bas. Et c'est une réflexion en fait de défense en fait. On invente un monstre pour se protéger de sa vie de tous les jours. Et c'est une protection en fait, c'est de l'ordre de la psychologie. Et la barrière, elle est facilement changeable en fait là-dessus. Et je pense que les gens en fait qui sont contre la migration, et même des propos qui sont assez durs, qu'on peut entendre, qu'on peut lire sur des commentaires Facebook, etc., et ben ça révèle pas de la réalité. Les gens en fait les plus violents verbalement sont les plus sensibles émotionnellement, parce qu'en fait c'est une protection qui se donne, et cette frontière là elle peut être basculée assez rapidement. Et ben, ce qu'on fait là, de montrer qu'on est nombreux, qu'on n'est pas on est une minorité peut-être, mais on n'est même pas sûr qu'on soit une minorité, mais qu'on s'organise, qu'on parle, que ça réfléchit, et de montrer qu'il y a une cohésion sociale, ne serait-ce qu'entre nous, c'est important par rapport au regard des gens en fait. Et je pense que c'est là-dessus qu'on peut arriver. Il ne faut pas penser que ça sert à rien ce qu'on fait, de parler entre nous, etc. Déjà ça nous rassure, ça nous fait du bien, et puis moi je voyage un peu par la même occasion. Mais c'est important de le faire, quoi. Et surtout il faut y croire. Et c'est même pas un combat avec un but final, c'est juste la vie en fait. C'est juste, on est vivant quoi. Donc on est vivant, et c'est quand on est vivant, on se défend, on se bat pour la vie quoi. Et je pense que c'est pas plus compliqué que ça. Merci de votre réponse. Sarah, j'ai envie de vous poser la même question. De votre point de vue, qu'est-ce qui fait levier, qu'est-ce qui peut faire levier dans tout ça? Mais avant, je voudrais juste rajouter une chose, c'est que journalistiquement, c'est très compliqué de raconter même cette France du soutien. Pourquoi? Parce que elle est très éparse, et qu'on va à chaque fois raconter une petite bribe, un petit endroit, une expérience quelque part, et on donne jamais la mesure, on n'en a pas idée nous-mêmes, vous en avez pas idée vous-même, de la mesure de cette France de l'accueil. Donc c'est quelque chose qui n'est pas simple. Mais on donnera la parole à la salle, j'entends des voix, mais on vous la donnera tout à l'heure. Sarah, avant, qu'est-ce qui serait selon vous le levier? Je prends un exemple concret. Ce n'est pas la première fois que l'Italie signe un accord avec la Libye. C'était 2008, août. Berlusconi signe un accord avec Gheddafi. En 2009, au nom de cet accord, autour de 500 personnes sont renvoyées, refoulées en Libye. Il y a pu y avoir une action juridique, contentieux stratégique, un recours à la CEDH. L'Italie condamnée par la violation de la Convention de Genève du principe de non-refoulement et pour les traitements inhumains et dégradants. La stratégie aujourd'hui du gouvernement italien, qui ne sont plus quelques centaines, mais sont 20 000 personnes renvoyées en Libye, c'est de ne pas toucher ces migrants, mais de renforcer avec de l'argent de l'Union européenne les gardes-côtes libyens, de criminaliser les ONG qui sont présents en mer, de renvoyer ces bateaux militaires dans les eaux libyennes pour les aider. Donc là, nous avons une tentative de contourner les décisions juridiques de la Cour européenne, qui effectivement sont très longues, mais là, il y avait une décision positive. Et je pense que là, c'est la clé, une dilution des responsabilités. De quelque façon, l'objectif du ministre de l'Intérieur en vue des élections de dimanche, était de dire objectif débarquement zéro rejoint, ou presque, et là, aucune responsabilité à nous. Donc, je pense que notre action politique et civique, c'est de renvoyer les responsabilités sur qui sont les vrais responsables. Et nous, on n'arrête pas de dire, c'est l'Italie qui arme les gardes-côtes libyens. De les renvoyer politiquement, de les renvoyer juridiquement, et là aussi avec toutes les difficultés de pouvoir en quelque façon construire une analyse juridique qui permet de renvoyer les responsabilités sous l'Italie et sous l'Union européenne qui finance avec l'argent du développement ces processus d'externalisation. Et c'est là, au niveau italien, on essaie de les faire. Il y a eu des contentieux qui ont été menés, les premiers vols qui étaient renvoyés à Khartoum, il y a eu un recours à la CEDH qui est en cours d'admission.
il y a une action politique et justement dans cette campagne électorale remplie de haine, c'est de dire tout ce qui était fait en Libye et aussi rentre dans cette campagne électorale. Donc renvoyer les responsabilités sur l'Italie qui essaye de les mettre de mettre la poussière sur les tapis en disant c'est la Libye, ce qui arrive là c'est des responsabilités politiques et juridiques et donc je pense qu'il est pointé de rappeler avec les contentieux stratégiques l'action des dénonciations devient fondamentale aujourd'hui et ce qu'on essaie de faire et surtout de rappeler ce qui arrive à Calais est très similaire de ce qui arrive à Rome où les transits et il y a la persécution des personnes qui sont en transit et donc il y a des volontaires, des bénévoles avec Baobab Experience qui sont là pour les aider. Donc de faire un lien international, je pense que ça permet aussi de donner un visage à cette solidarité qui est là, qui est présent et qui essaie de se mettre en réseau au même niveau que les États membres essaient de se mettre en réseau pour repousser les migrants. Merci. Claire, qu'est-ce que vous diriez-vous sur ce sujet? Je ne vais pas répondre à la question quel est le levier actuel le plus efficace, parce que ma réponse qui est à la fois un peu désabusée et pleine d'espoir sur le long terme, c'est que rien ne se fait vite. Je vais prendre un exemple moi aussi. J'ai lu il y a 2-3 jours un article dans Le Monde qui n'est pas signé Marilyn Beaumard, donc je peux en parler plus facilement, que j'ai trouvé vraiment très très intéressant sur Lampedusa. C'est un article d'analyse qui explique à travers Jérôme Gautret sur les vagues migratoires italiennes. Un super papier, voilà. En le lisant, je me suis dit que ce papier n'aurait jamais été écrit il y a 10 ans, peut-être même il y a 5 ans, et qu'il y a 15 ans, quand on a créé le réseau Migre-Europe, notre objectif, c'était de décrypter les politiques migratoires. Je pense qu'on a été, le réseau Migre-Europe, les associations, parmi les premières à utiliser le mot externalisation, à expliquer ce que c'était, comment ça se jouait, à parler de la Libye, du rôle de la Libye, à parler des négociations secrètes des États, voilà. Ce travail, il était à l'époque très très peu repris et c'est dans le temps et avec la convergence de plein d'autres événements que finalement il est entré dans le discours normal voilà. Et la presse et nous on a beaucoup moins besoin de faire ça, il faut qu'on fasse autre chose, il faut qu'on trouve autre chose à faire parce que il me semble maintenant quand je lis un papier comme ça que c'est mieux qu'un rapport de 15 pages de Migre-Europe quoi, c'est beaucoup plus parlant. Voilà, donc ce que je veux dire pour moi c'est qu'on est vraiment dans le long terme. Je suis d'accord sur la judiciarisation, je suis d'accord avec le propos de Ronnie Broman, et pourtant, la vanité finalement du travail, du mécanisme juridique, et pourtant, au GISTI, on va continuer à faire des recours tout le temps, parce que c'est dans le longtemps que je pense finira par s'imposer un regard lucide sur cette période qu'on est en train de vivre qui est incroyable. Il y a 15 ans, pareil, Migre-Europe parlait de guerre aux migrants et se faisait critiquer de toutes parts pour utiliser des termes excessifs et de faire des analogies scandaleuses. Et maintenant, le thème guerre aux migrants ne surprend plus beaucoup de monde. Donc je crois qu'il faut qu'on continue juste à faire des choses qui peuvent être inutiles, dont on a même parfois l'impression que quand on a gagné un combat juridique, c'est juste pour permettre aux États de fermer la brèche qu'on vient d'ouvrir avec un tribunal en adoptant un texte de loi qui va verrouiller un peu plus. Mais voilà, si on est là, c'est aussi parce qu'on sait tous que la seule façon qu'on a de faire valoir qu'on a raison, et je pense fondamentalement qu'on a raison, même éventuellement contre beaucoup de gens, c'est l'histoire qui le dira, et pour ça il faut qu'on continue. Marilyn, c'est clair. Juste Alors, pour dire qu'on arrive Ronnie, tout au 2 bout. minutes, et pendant ce temps-là, vous préparez vos questions, la salle, comme ça on aura gagné les 2 minutes qu'on va utiliser là. Elle triche. Oui, 2 minutes pour juste prolonger ce qui vient d'être dit. Si on se retourne, qu'on regarde par exemple les années 30, non pas au nom de l'angoisse que ces années peuvent avoir laissé, mais en examinant les représentations dominantes de l'époque, je sais pas moi, les Juifs comme des halogènes, les Africains comme des sauvages, des barbares, rappelons-nous, ou pensons à l'exposition coloniale de 1931,
on voit que quand même, pour l'essentiel, ce genre de représentation est totalement dépassé, n'a plus cours, et même est d'une certaine manière activement réprouvé de façon très très largement majoritaire. D'où l'idée que ce genre les préjugés, les problèmes dont nous parlons aujourd'hui peuvent en effet être inscrits dans un terme un peu plus long que celui de l'urgence sur laquelle nous agissons au quotidien. Et ça a quelque chose en effet de tout à fait réconfortant, en tout cas, disons, encourageant à poursuivre un effort, à ne pas se lasser, à ne pas se décourager devant les difficultés. Urgence et long terme, voilà, les deux mots-clés.